consacrée à Ségolène Royal, une femme à part dans l'histoire politique de notre pays, puisque c'est la seule à avoir jamais accédé au deuxième tour d'une présidentielle. À la fois politique et people, voire rockstar, Ségolène Royal, l'obstinée, c'est le thème de ce 272e numéro de Complément d'enquête. On croirait vraiment des messes, des rassemblements charismatiques où les gens agitent les bras comme ça, la regardent, on voyait des gens s'évanouir. Je me souviens, les femmes surtout étaient absolument transportées par la beauté de Ségolène Royal. Voilà, la Ségomania de la campagne 2007, c'est un des épisodes qu'on va vous raconter, mais pas seulement. On va aussi découvrir une femme qui a pris beaucoup de coups, mais qui sait aussi parfois en donner. On va vous faire découvrir les coulisses de ses premières victoires et de ses défaites. Et puis bien sûr aussi cette ascension politique, d'abord vécue en couple avec François Hollande, avant qu'ils ne se séparent, qu'ils s'affrontent dans des primaires et qu'ils se retrouvent aujourd'hui à travailler ensemble. Pour en parler, Ségolène Royal avait d'abord accepté de venir avec nous dans ce fauteuil rouge, on l'avait annoncé. Finalement hier, et c'est son droit, elle nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas commenter son parcours en général, ni ce portrait en particulier. C'est un document complément signé Audrey Glohagen, Rémi Bénichou et Marlène Biret pour Dreamway Productions. On le regarde, on se retrouve après avec une de ses anciennes plus proches conseillères, Françoise Degois, pour réagir, pour tweeter le mot-clé cessez d'enquête. En ce beau matin de printemps, un groupe de journalistes a échoué dans ce coin perdu des Deux-Sèvres. Ils ont répondu présents à l'appel de Ségolène Royal pour une inauguration en grande pompe. Ah si. Alors on commence par quelle plaque alors? Jean-Luc, viens Jean-Luc. Venez les élus régionaux là. La nouvelle ministre de l'écologie Tout le monde est là? avait annoncé l'inauguration des travaux d'un futur parc solaire. Il chauffe quoi d'ailleurs là? Il y a des œufs au plat en dessous. Un panneau solaire en tout et pour tout. Ah oui, non, c'est impressionnant. Fidèle à sa réputation d'expert S-communication, Ségolène Royal a réussi l'exploit de faire déplacer des journalistes pour admirer un champ vide et un barnum de mariage bon marché. Mais qu'importe, l'ancienne présidente de Poitou-Charentes semble rayonnante depuis son arrivée au gouvernement il y a quelques mois. Vous êtes là comme ancienne présidente de région ou comme ministre? Ou les deux. Les deux. Vous n'êtes pas prêt à lâcher votre place aussi? Vous n'êtes pas prêt à lâcher votre place aussi? C'est pas une question de place, c'est une question de racines. C'est une question d'engagement et de fidélité. Il faut y aller là, parce qu'on m'attend. L'inauguration s'éternise. Les journalistes, eux, attendent sagement leur heure pour recueillir enfin quelques bons mots sur le fameux panneau solaire, quand soudain, coup de théâtre. Ségolène Royal ne veut pas d'interview, puis finalement se ravise. Une figure de style bien connue de ceux qui la côtoient. Le style Ségolène Royal, il divise, déchire des clans, ne laisse jamais indifférent. Il y a d'un côté les fans de la première heure, ceux qui font corps et avancent en rang serré. C'est la règle royaliste. Et donc, jamais nous ne renonçons. C'est vraiment la devise des Habsbourg, on n'a plus de cheval, mais c'est pas grave, on continue à pied. De l'autre, il y a ceux qui l'observent, sceptiques, voire amers. Ce sont des fidèles parfois martyrisés, des adversaires, souvent cinglants. À pas vouloir, entre guillemets, entretenir des relations apaisées avec un certain nombre de gens et parfois être tranchant, des fois on récolte ce qu'on a semé. Ségolène Royal est de retour, n'en déplaise à certains. Dès son arrivée au gouvernement, le baromètre s'affole, elle se hisse à la seconde place parmi les personnalités politiques préférées des Français.
Ségolène Royal, c'est un mélange d'homme politique et de pop star. Cette femme, si singulière dans le paysage politique, il a fallu l'approcher pour mieux la cerner, pour saisir des moments de sincérité derrière le sourire éternel. Bah, y a du boulot, mais Bah oui, on est habitué au boulot. je suis habitué. Je prends des coups aussi, vous avez vu encore. Des coups, elle en a pris, beaucoup, mais elle sait aussi en donner. Elle est ou le chef ou elle est rien, ou elle est bien comme elle est faite. À ce jour, elle reste la seule femme en France à être arrivée au second tour d'une élection présidentielle. Depuis, elle est devenue une figure familière. Son prénom s'est même raccourci à mesure qu'elle s'est rapprochée des Français. Marie-Ségolène est devenue Ségolène, puis Ségo. Elle garde pourtant ses distances, le mystère d'une femme qui, dès son enfance, a su s'imposer dans un monde régi par les hommes. Comprendre Ségolène, c'est d'abord faire renaître Marie-Ségolène. Elle a 11 ans lorsqu'elle s'installe avec ses parents et ses 7 frères et sœurs dans ce petit village des Vosges, Chamagne. Une enfance dure qui va façonner le caractère de la future femme politique. L'un des épisodes les plus intimes de sa vie est contenu entre ses murs. Jusqu'ici, la demeure familiale avait échappé au regard des curieux. Voilà, entrée. Si Marguerite, cousine et propriétaire de la maison, nous a ouvert sa porte, c'est pour réhabiliter l'image trop souvent malmenée du père de Marie-Ségolène et pour lever le voile sur le passé. Globalement, les choses n'ont pas trop changé. C'était plutôt la pièce à vivre et il y avait un coin cuisine qui était là. Vous aviez à l'époque l'eau courante qui venait juste d'arriver dans le village, mais il y avait encore une grande pompe qui pouvait s'actionner, hein, qui amenait l'eau qui venait du puits. À l'étage, Marguerite n'a quasiment rien changé dans la chambre de Marie-Ségolène. Voilà, donc vous êtes ici dans la chambre dite des filles, qui était la chambre de Ségolène et de ses sœurs. À l'époque, il y avait 3 lits, puisqu'elles étaient 3. Voilà. Et comme c'était la chambre des filles, cette chambre était chauffée par le poêle à bois qui est ici. À l'époque, Marie-Nicole et Marie-Odette, les aînées de la fratrie, sont avec Marie-Ségolène mieux lotis que leurs frères, qui eux n'ont pas de poêle à bois dans la chambre juste à côté. Marguerite se souvient que le confort des garçons était en effet considéré comme accessoire. Un des frères de Ségolène nous disait à un moment que quand ils étaient jeunes, quand il faisait trop froid l'hiver, ils mettaient des bouillottes dans le lit, bien entendu, et puis ils s'habillaient, ils se déshabillaient à l'intérieur du lit pour ne pas affronter les températures de l'ordre de 10 degrés, 11 degrés de la chambre le matin au lever. Dans la maison qui fut jadis un pavillon de chasse d'un marquis de Lorraine, la place ne manque pas. Chaque jour, à table, on récite le Bénédicité. Et chaque dimanche, on se fait beau pour parcourir les quelques mètres qui séparent la maison de l'église et assister à la messe. Les gens du village vous diraient que quand ils étaient ici, ils allaient à la queue leu-leu, à la messe. Oui, c'était une famille très croyante qui tenait à sa foi. Et lui, le père de Ségolène, Jacques Royal, tenait beaucoup à donner cette éducation chrétienne à ses enfants. Jacques Royal épouse en 1949 une fille bourgeoise, Hélène Dehaye. Ensemble, ils auront 8 enfants. Marie-Ségolène est la 4e, elle naît à Dakar. Sénégal, Martinique, la famille suit le père, lieutenant-colonel, au gré de ses affectations. À Raphaël Baquet, qui a écrit un livre sur la femme politique, on a parfois décrit ce père comme un homme ayant raté sa vie. C'est un homme qui a vécu toutes les défaites de la France en fait dans les guerres de décolonisation. Donc c'est un homme amer qui a surtout vu toutes ses illusions s'effondrer, hein, ses illusions militaires, hein, bien sûr puisqu'il n'a participé encore une fois qu'à des guerres perdues. Chez les Royales, le temps s'égrène comme ailleurs.
Mais les officiers tiennent depuis 8 générations. Marie-Jeanne, la tante de Marie-Ségolène, aimait par-dessus tout ce frère, jovial. Alors, mon frère Jacques, avec la famille, donc ma mère et mes autres frères et sœurs, et moi je n'étais pas encore née. Elle reconnaît néanmoins qu'il était empreint d'une certaine sévérité. Il était autoritaire, mais c'était l'époque où les pères de famille étaient autoritaires. Bon, disons qu'il y en avait des principes et qu'il fallait pas trop déroger aux principes. Parce qu'il aimait beaucoup sa femme et ses enfants, il exigeait beaucoup d'eux. Il voulait une famille un petit peu, entre guillemets, exemplaire. Et puis mon frère a quand même du caractère, c'est sûr que... D'ailleurs, Ségolène a hérité de ce caractère, hein. Vous la voyez, elle fait marcher son monde aussi. Hein. Pourtant, cette enfance qui aurait pu faire d'elle une femme de droite, comme l'était son père, Marie-Ségolène en souffre. Tout comme sa mère, qui finit par s'enfuir de la maison avec ses enfants sous le bras et qui demande le divorce. Quelques années plus tard, Marie-Ségolène va s'affirmer et se construire en s'opposant à ce père trop strict. Elle l'attaque en justice pour qu'il lui paye ses études supérieures. Selon Marie-Jeanne, Marie-Ségolène va ensuite empêcher toute réconciliation de la famille. Certainement qu'elle a monté ses frères et sœurs, puisqu'elle a fait un procès à son père. Donc à cette époque-là, ça a vraiment ça a creusé un fossé entre les enfants et le reste de la famille, quoi. Marie-Ségolène ne reverra son père qu'à son enterrement, des années plus tard, en 1981. Elle s'est entre-temps débarrassée de son titre christique, est devenue Ségolène. Elle a surtout rencontré à l'ENA le futur homme de sa vie, François Hollande. Les deux étudiants tombent amoureux sous le regard de Renaud Denedieu de Vabre. À l'époque, ils voient se former un couple étonnant, car tout semble les opposer. Elle n'était pas chef d'équipe, chef de meute, désignée comme telle. Voilà, on la remarquait, mais elle n'était pas le leader. Au fond, au sein de cette promotion, celui qui était le plus populaire, c'est François Hollande. À la sortie de l'ENA, ils vont pousser la porte du bureau d'un conseiller de l'ombre. Il s'appelle Jacques Attali, s'occupe de la première campagne présidentielle de François Mitterrand. 34 ans plus tard, il se souvient d'un couple providentiel. Je n'avais absolument personne avec moi, parce que tout le monde était opportunistiquement à droite. Peu de gens pensaient que François Mitterrand serait candidat, et encore moins de gens pensaient que François Mitterrand avait une moindre chance d'être élu. Il les reçoit, les recrute, et fait de le premier couple politique de la Ve République. Un couple dont l'ambition devient le moteur, un couple qui deviendra légendaire. C'était un couple sentimental et c'était un couple politique. C'était un couple politique parce qu'ils étaient assez différents politiquement. Ségolène était plus rigoureuse, exigeante, intolérante que François, qui était plus dans l'analyse de compromis. Elle était extrêmement solennelle, comme elle l'est encore aujourd'hui. Et François était beaucoup plus ironique à l'égard de tout. Le duo va gagner son pari. François Mitterrand est élu en 81. Jacques Attali maintient sa cellule officieuse et fait rentrer Ségolène Royal à l'Élysée. Elle n'a que 28 ans, mais déjà se dessine une femme originale qui refuse le formatage. C'est ce qui frappe immédiatement les deux chargés de mission auxquels elle est alors présentée. L'un s'appelle Jean-Louis Bianco, l'autre Sophie Boucher-Petersen. Tous les deux voient se dessiner en Ségolène Royal une personnalité politique à part. Je suis appelé par Jacques Attali, qui est un camarade de lycée et un ami, qui me dit « Est-ce que tu voudrais venir travailler avec nous à l'Élysée dans une petite équipe ?» Et dans cette équipe, il y aura un diplomate que tu connais, qui s'appelle Pierre Morel, et deux jeunes que j'ai découverts dans la campagne de 81, qui sont extraordinaires, qui s'appellent Ségolène Royal et François Hollande. Je participe à ces réunions, qui au début m'impressionnaient beaucoup, et je ne sais pas comment vous le dire, elle m'a tapé dans l'œil. Elle avait une liberté de parole, elle avait une capacité à ramener dans cette enceinte un petit peu feutrée
j'allais dire, la vraie vie. Elle ramenait des réactions du terrain dans ces conversations où chacun était très persuadé de sa capacité d'expertise et où ça sonnait avec comme une bouffée d'oxygène. Voilà. Un autre homme va la remarquer, c'est François Mitterrand. Elle écrit beaucoup de notes pour lui, sur tous les sujets, le suit parfois lors de l'ascension de la roche de Solutré et lui voue une admiration sans borne. C'est plus encore qu'un père de substitution, c'est une espèce de parrain et de tuteur politique. À vrai dire, il correspond à toute son émancipation et à tout le début de la vie dont elle avait rêvé. François Mitterrand restera celui qui l'a propulsé dans la cour des grands. Celui aussi qui a vu naître une fille culottée et irrévérencieuse. Pour Mitterrand, un conseiller n'était rien. Il ne jurait que par le suffrage des électeurs. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en 1988, lors de la cérémonie d'investiture du président. Ségolène Royal a la volonté de faire carrière, elle va forcer le destin. La liste des candidats aux élections législatives est presque bouclée. Mais Royal bouscule alors le protocole et interpelle Mitterrand. Il est surpris parce que c'est vraiment moins une. Et elle se lance. Mais ça, c'est Ségolène aussi. Elle s'en sent capable, elle joue son va-tout. À la fois, ça l'agace, on voit qu'il a une espèce de mouvement d'impatience, et en même temps, ça ne lui déplaît pas. Après tout, le culot est une qualité pour gagner une campagne. Mitterrand, irrité, fait passer une consigne quelques mètres plus loin. Il s'approche de Louis Mermaz et lui glisse alors quelques mots. À l'époque, Mermaz est responsable des élections au sein du Parti socialiste. La demande du président va le surprendre. Il me dit, est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Je dis, qui est-ce? Il me dit, écoutez, elle travaille avec moi, Ségolène Royal. Elle voudrait être candidate aux élections. Est-ce que vous avez une circonscription disponible pour elle? Donc je dis, écoutez, oui, mais on vient de désigner nos candidats ce matin même. Karl Meus, qui a enquêté sur la carrière de Ségolène Royal, connaît bien les circonstances de ce parachutage. Ils vont passer la nuit à chercher une circonscription, et ça sera celle des Deux-Sèvres, qui a été déjà attribuée, mais ils vont trouver quand même le moyen de débrancher la personne qui avait été investie pour investir Ségolène Royal. Dans la nuit, l'Élysée met une voiture à disposition de Ségolène Royal, qui doit aller valider sa candidature sur place, avant minuit. La voilà lancée, et rien ne va l'arrêter, pas même l'idée d'écarter le candidat investi. À son arrivée dans la circonscription de Melle, dans les Deux-Sèvres, tout est en place pour l'accueillir. Les affiches vont être réimprimées en urgence. Elle ne connaît pas du tout la circonscription et elle va tout apprendre. On se moque d'elle au départ. Les militants locaux sont bien sympas d'ailleurs. Hein. Ils l'emmènent partout, ils se défoncent pour elle, mais enfin, franchement, ils se demandent ce que cette Parisienne va bien pouvoir faire. Et elle va quand même réussir. C'est donc Ségolène Royal qui est élue avec sa... À 35 ans, la voilà auréolée de ce suffrage universel si cher à François Mitterrand. Elle devient députée et déjà assume sa victoire avec beaucoup d'aplomb. C'est une belle victoire compte tenu de mes conditions d'arrivée ici. J'ajouterai aussi que mon adversaire est battu dans son propre canton. Par conséquent, c'est ce soir une grande victoire. Elle va toujours faire sa stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'elle s'installe dans le nid des autres, elle fait tomber l'autre du nid et elle se met à la place et elle oblige au fond chacun à la nourrir et elle gagne de cette façon-là. Désormais, pour s'arroger le pouvoir, elle est prête à tout risquer, quitte à se montrer mauvaise perdante.
Il y a presque 20 ans, la paisible petite ville de Niort a été le théâtre d'une guerre de tranchées. Nous sommes en 95, la jeune députée lorgne à présent sur la mairie de Niort. Elle souhaiterait être candidate mais n'est pas la seule sur les rangs au PS. Elle va encore évincer quelqu'un de son propre clan. À l'époque, Pascal Duforestel doit choisir, comme les autres militants locaux, entre Ségolène Royal et le jeune poulain du maire sortant, Alain Baudin. Deux candidats, une urne, et chaque militant se rend au siège du Parti socialiste pour choisir son candidat. Et ça aboutit à une légère avance pour Alain Baudin. Sur cette feuille, Pascal Duforestel et les autres militants comptent et recomptent les voix. Mais il n'y a pas à tortiller. Ségolène Royal est battue. Elle ne sera pas la candidate du PS et cela vient de se jouer dans un mouchoir de poche. Donc ça se traduit par 7 voix d'écart et donc ça rajoute à la dramaturgie. Ségolène Royal a perdu. L'histoire devrait s'arrêter là. Mais cette défaite, elle ne va pas l'accepter. En tant que patronne du PS du département, elle use de son pouvoir et provoque le soir même une réunion dans cette salle pour tout simplement faire annuler le vote des militants. Ça donne lieu à une commission dite de résolution des conflits qui vient à Niort pour entendre les différentes parties, et puis à une décision du Parti socialiste national qui décide de désigner Ségolène Royal. Excédé, le maire PS sortant Bernard Bellec décide finalement de revenir dans la course. Il y a maintenant 2 candidats de gauche. À coups de tracts et de courriers meurtriers, ils vont s'entretuer. Ségolène Royal rédige une lettre méprisante à l'attention d'un allié de son rival PS. Chers camarades, si j'ose dire, vous avez voulu m'humilier et me coincer, aveuglé par vos petits intérêts immédiats. Je vous plains pour être mu par tant de méchanceté. La riposte ne va pas tarder. Le déshonneur va s'étaler sur le local de campagne de Ségolène Royal. C'était donc la permanence de campagne où l'équipe travaillait, se réunissait. On l'a retrouvée un matin maculée d'excréments sur toute la façade. Il y a du désespoir dans tout ça. Donc ça pousse à des attitudes, à des comportements qui deviennent irrationnels. À trop vouloir passer en force, la parachutée finit par perdre l'élection. Redoutable quand elle cherche à décrocher le pouvoir, Ségolène Royal peut l'être plus encore quand elle l'exerce. Au Conseil régional Poitou-Charentes qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années, la démocratie participative chère à son cœur s'affiche sur un simple bout de papier accroché à l'entrée de l'hémicycle. La dame du Poitou serait-elle en fait une dame de fer? Ce jour de février 2008, elle prend place dans l'Assemblée aux côtés de son premier vice-président Jean-François Fountaine. Ils sont en désaccord sur le budget de la région. Fountaine veut débattre avant de voter. Elle refuse de le laisser parler. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents? Attendez, c'est moi qui donne la parole, donc nous allons nous dérouler les choses. Il y aura 1 heure de temps. Non, mais je demande la parole maintenant, Madame la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, Madame la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Madame la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Des années plus tard, l'homme qui s'est fait malmener publiquement est devenu maire de La Rochelle. Et il n'a toujours pas pardonné à Ségolène Royal ce déni de démocratie. Elle pensait à un moment donné qu'on pouvait mener une région comme on peut mener un ministère, c'est-à-dire en donnant des instructions. Non, les autres élus, et certains qui ont un peu de caractère, ne sont pas des gens à qui on donne des instructions. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans l'Assemblée pareille. Je demande la parole, Madame la Présidente. Vous ne me déstabiliserez pas. Eh bien, vous sortez.
D'autres élus quitteront l'Assemblée. Jean-François Fontaine, lui, sera déchargé des finances à la suite de l'incident. Ancien ministre de l'Intérieur, membre historique du Parti socialiste, cet élu local découvre atterré l'incident à l'époque. Ça, c'est une crise de Ségolène Royal. J'appelle ça une crise quand on est président de l'Assemblée. Pour moi, c'est pas très démocratique d'empêcher son premier vice-président, appartenant d'ailleurs à la même formation au passage, de prendre la parole, surtout que Jean-François Fontaine est quelqu'un de respecté. Plusieurs fois dans sa vie politique, elle a méprisé des gens, ou en tout cas elle les a pas tenus pour grand-chose, puis ensuite elle les a retrouvés sur sa route, alors qu'elle aurait pu avoir une attitude, entre guillemets, plus de rassemblement dès le départ. Des fois, on récolte ce qu'on a semé. Prompte à faire taire les collaborateurs qui la contredisent, Ségolène Royal est aussi passée maître dans l'art de braquer sur elle les projecteurs et d'utiliser les médias. Ça vous fait pas peur tous ces appareils photo, non. Ce trait de caractère lui aurait même valu une maxime inventée par François Hollande. Dans Ségo, il y a ego. Nommé ministre quelques semaines plus tôt, Royal n'en revient pas moins sur ses terres, très régulièrement. En mai dernier, c'est en fille du pays qu'elle débarque dans ce petit restaurant en plein cœur du Marais Poitevin. De vieux élus locaux l'attendent, ils aiment taquiner celle qu'ils ont vue naître politiquement il y a plus de 25 ans, une jeune Parisienne parachutée. Que je vous raconte une histoire. Un jour, j'ai été chercher une paire de bottes. Elle avait des chaussures à piquer des choux. Alors, j'ai dit, il y a les journalistes parisiens qu'il faut venir là, il ne faudra pas rester comme ça. J'ai ramené les bottes, comme ça, quand elle est arrivée, les journalistes sont arrivés, ils étaient là, comme ça, puis elle marchait là, tranquillement, là, au milieu, disons. Les élus sont ravis de retrouver leur Ségolène. Mais aujourd'hui, la ministre a la tête ailleurs. Dans Paris Match, plus précisément. 2 jours plus tôt, une interview d'elle a fait grand bruit. Dans l'article, tout le monde en prend pour son grade. Elle dénonce une classe politique majoritairement composée de machos, sûrs de leur bon droit. Mais surtout, elle critique ouvertement son propre clan. Sa cible, l'un de ses plus vieux amis, Michel Sapin, qu'elle accuse d'avoir une position institutionnelle sur le dossier de l'écotaxe, alors qu'elle se sent imaginative et créative. Ah ben Jean-Jacques Jean-Jacques. À table, à côté des élus, Madame Royal va pourtant nier avoir tenu de tels propos. Je suis habituée, je prends des coups aussi, vous avez vu encore. J'ai jamais donné d'interview à Mage, alors ça a mouliné là. Ouais, mais il va franco, il faut avancer. De toute façon, quand on dérange, et le problème c'est que j'ai pas donné d'interview à Mage. C'est des méthodes journalistiques inqualifiables, tu vois. Ségolène Royal n'aurait donc jamais donné d'interview à Virginie Leguet, l'auteur de l'article incriminé. La chef adjointe du service politique de Paris Match n'a pas vraiment la même version des faits. Son téléphone portable non plus, d'ailleurs. On pourrait se voir à 10h, au Murat, porte d'Auteuil. Entendu. Puis-je venir avec un photographe? Le lendemain, Virginie Leguet patiente dans ce restaurant, tenu par un ami de la ministre. Désolée, je ne peux pas être là à 10h, mais à 11h. Je suis déjà sur place. Elle est arrivée, dois-je le dire, avec 1h30 de retard, puisque finalement le rendez-vous qui était prévu à 10h a commencé à 11h30. Elle a été extrêmement détendue, loquace, bavarde, et elle a parlé, j'imagine, comme elle avait décidé de le faire. Comme se fait un interview normal, je prenais des notes devant elle, et il était convenu depuis le début que l'interview sortirait dans le prochain numéro, c'est-à-dire le numéro qui sortait 4 jours après. Souvent, elle dément ses propos, elle dément plus ou moins mollement d'ailleurs, et tout le monde comprend qu'elle les a bien tenus. Et ce qui compte, c'est ça. En matière de médias, Ségolène Royal n'est pas une novice. Elle est même l'une des premières à avoir pipolisé la vie politique. En 88,
Elle fait entrer les caméras chez elle car elle a un cheval de bataille, le féminisme. Une femme peut mêler vie de famille et carrière politique. Nous essayerons d'être tous les deux là ensemble pour sauvegarder l'image d'unité de la famille, pour que les enfants aient leurs deux parents en même temps. Mais elle va vraiment casser les codes médiatiques lors de sa 4e grossesse. Royal est devenue ministre et c'est la première fois qu'une femme est enceinte dans un gouvernement. Lorsque France 2 la contacte pour réaliser un reportage, surprise, elle accepte de faire entrer une caméra à la maternité. Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'1 jour qui fait son entrée sur la scène publique, une petite fille qui fait déjà sa première télé. J'ai hésité, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est en même temps une vie privée, donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour la cause des femmes. Ce reportage, José Blanc-Lapierre l'a presque réalisé à contre-cœur. Elle ignorait qu'il allait irrémédiablement bousculer les codes de la politique. J'étais étonnée qu'on fasse ce genre de sujet, c'est-à-dire très intime, un bébé qui avait 1 jour quand même. On ne va même pas voir un bébé, le bébé d'un copain au bout du 1er jour, on attend. Le rédacteur en chef dit mais vous n'y pensez pas, enfin c'est une première. Ségolène Royal va également accepter la présence d'un photographe de Paris Match. Ironie du sort, celle qui va coécrire l'article est une certaine Valérie Massonneau. Elle va bientôt se marier et s'appeler Valérie Trierweiler. Dès lors, Madame Royal n'aura de cesse de se mettre en scène. Elle filera le parfait amour avec Paris Match et d'autres médias, mais à une condition, toujours garder la main. Par exemple, ce cliché dans le JDD, la future candidate à la présidentielle va le faire censurer. Elle est en compagnie de Julien Dray dans sa maison des Deux-Sèvres en 2006. Elle vient d'être désignée candidate à la présidentielle. Benoît Thielin est à l'époque responsable de la campagne Internet de la candidate. Ce soir-là, il est à ses côtés quand est prise cette photo jugée trop clinquante par Ségolène. Je pense que Ségolène Royal, elle faisait attention à ce qu'elle appelait sa présidentialité. C'est pas facile d'habiter la fonction présidentielle. Et je pense que tout simplement le fait qu'on ait pu l'apercevoir avec une coupe de champagne, ça donnait l'impression au fond peut-être de quelque chose d'un peu mingling, d'un peu élitiste, et qu'elle voulait pas avoir cette image-là. Et c'est peu dire. Madame Royal est furieuse et s'en plaint à Patrick Menucci, l'un de ses directeurs de campagne. Celle qui brigue l'Élysée ne veut pas donner l'impression d'être loin de ses électeurs. Comme je l'ai dit, les gens ils boivent du champagne quand ils sont contents, ils ne t'en veulent pas parce que tu bois une coupe de champagne parce que tu as gagné. Mais c'est vrai qu'elle avait un peu cette inquiétude-là toujours, mais alors est-ce que les gens ils n'arrivent pas à acheter une bouteille de coca et nous on a du champagne. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle était vulgaire la photo. Parce qu'il y avait une espèce de relâchement sans doute chez elle. Paris Match était prêt à payer 10 000 € pour acheter ce cliché. Julien Dray aussi souhaitait pouvoir l'utiliser pour la couverture de son livre sur la campagne de 2007. C'était compté sans la pression de Royal pour bloquer la photo. Ségolène Royal n'aime pas les photos qui montrent une intimité. Ce qui peut être paradoxal puisque c'est elle qui a mis en scène plusieurs fois sa propre intimité, mais elle n'aime pas quand elle ne le contrôle pas. Et nous aussi, allons en faire l'amère expérience. La ministre nous avait proposé de la suivre pendant plusieurs jours, sur tous ses déplacements. Pourtant, notre lune de miel va s'achever après seulement quelques heures passées en sa compagnie. À l'heure du déjeuner, quelques élus se relâchent et se mettent à plaisanter. On fait un documentaire sur Ségolène Royal. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Madame Royal? L'envahisseuse du marais Poitevin. Elle s'est imposée à nous. Ségolène Royal ne peut pas maîtriser la parole de l'élu, sans bien qu'elle ne contrôle plus la situation
Elle va couper court. Il y avait aussi les partisans de votre... On va pas revenir sur tout ça. Ah non, non. Et aujourd'hui dans la région Ah bon, ben non, mais d'accord. D'accord. Non, mais c'était pour juste une petite question pour vous, juste avec les gens. Elle maîtrise les médias, mène carrière tambour battant, une volonté de faire qui va lui permettre de s'approcher de la plus haute marche du pouvoir, mais en faisant cavalier seul. Les flashs crépitent, Ségolène Royal crée l'événement. Pour la première fois, une femme a vraiment une chance de remporter l'élection présidentielle. Nous sommes en 2006. Oui, j'accepte d'assumer cette mission de conquête pour la France et les épreuves qui vont avec. Pour cette élection comme pour les autres, elle est bien décidée à se frayer son propre chemin sans l'aide de quiconque et encore moins celle du PS. Marie-Ève Malouine le sait pour avoir écrit 2 livres sur elle. Ségolène Royal n'a jamais fait l'effort de jouer le jeu du parti. Le parti, elle ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Elle trouve que ce sont des jeux d'appareils sans intérêt. Et donc, elle ne comprendra jamais bien comment fonctionne le parti. Puis elle est trop solitaire. C'est quelqu'un qui n'a pas organisé ses troupes et son courant dans le parti. On pourrait croire que l'avenir va lui donner raison. Pendant la campagne des primaires, la candidate s'envole dans les sondages. Chez les mâles du PS, les éléphants, on nage en plein psychodrame. Ça les met en rage d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont construit toute leur vie politique pour être à l'Élysée. Ils ont passé des nuits à essayer de monter des candidats, de monter des coups. Ils ont passé des week-ends dans les fêtes de la Rose. Et c'est cette fille-là qu'ils ne sont jamais vus venir, qu'ils ne l'ont pas repérée, qui va leur prendre leur place. Imaginez. Pas besoin d'imaginer, il n'y a qu'à les entendre. Déclarations dans les journaux, phrases assassines devant les caméras. L'entreprise de sape de la part des éléphants est en marche. Ça va être comme ça tout le temps, des photos dans Mage, des photos dans Voici, Gala, nous deux, et les autres dans la presse People, quoi. Donc il n'y a plus de parti socialiste, il y a une espèce de concours de beauté généralisé. Hein. Celui qui par-dessus tout la déteste, c'est le favori de l'élection. Dominique Strauss-Kahn ne cache pas du tout son mépris pour Ségolène Royal. Hein. Il dit qu'elle est sotte. Il va jusqu'à dire à l'ambassadeur des États-Unis qu'elle représente une hallucination collective, que dans ses meetings, les gens sont comme des charismatiques à lever les bras et que vraiment personne ne pourra la suivre. Le jour de sa victoire aux primaires, Royal ne pardonnera jamais à DSK les mots qu'il aura eus sur elle, en privé comme en public. J'étais dans la cour de Solferino et on a le résultat, c'est plus peut-être 1 heure après que les bureaux est fermés. J'ai Dominique Strauss-Kahn qui m'appelle. Et elle a mis plusieurs jours à appeler Dominique Strauss-Kahn. Et ça, c'est une erreur. Elle a de la rancune et elle a la certitude qu'elle peut réussir seule contre tous. C'est un orgueil démesuré et un orgueil qui lui joue des tours. Hein. Car évidemment, la marche la plus haute ne peut pas se franchir seule. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle s'engouffre dans la salle de la Mutualité pour être officiellement investie par le PS, l'ambiance est extrêmement tendue. J'en ai un mauvais souvenir. Et je crois que tout le monde en a un très mauvais souvenir. D'abord parce que il fallait voir quand même la tête de la plupart des caciques du PS, en particulier de ceux qu'elle avait battus, Strauss-Kahn, Fabius, qui quand même tiraient un peu une tête de 10 pieds de long au premier rang. L'investiture porte en elle le sceau de la mésentente. La candidate reste seule sur scène jusqu'au bout, refusant de faire monter ses anciens adversaires à ses côtés. Dans le camp adverse, l'image est saisissante. Sarkozy fait tout l'inverse lors de son investiture. La solitude de la candidate est flagrante. Même son compagnon va donner l'impression d'être contre elle. Il va commettre un terrible lapsus.
Oui, il faudra leur rappeler cette leçon simple, que si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche, pardon. Si on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite, mais si on veut battre la gauche, avec la droite, mais si on veut battre la droite, c'est avec la gauche. Ce que beaucoup ignorent, c'est que François Hollande a aussi poussé sa compagne dans une solitude sentimentale. Depuis quelques mois, une femme a fait irruption dans leur vie de couple. Elle se nomme Valérie Trierweiler, est journaliste. Ségolène Royal sent qu'elle est une rivale très sérieuse. Elle a déjà fait des scènes à Valérie Trierweiler. Elle lui a déjà demandé de s'éloigner de son compagnon. Mais au cours de la campagne, elle se rend compte, enfin même au cours des primaires, elle comprend que cette histoire dure et qu'elle est plus sérieuse qu'elle ne l'imaginait. Ça va être aussi un problème de l'autre côté pour François Hollande, puisque Valérie Trierweiler elle-même est très jalouse et exige au fond d'une certaine façon que François Hollande choisisse. En public, le couple tient à sauver les apparences pour ne pas gâcher les chances de l'élection. Seuls quelques membres de l'équipe de campagne savent que Ségolène Royal ne dort plus tous les soirs au domicile conjugal et s'est aménagé un petit studio dans son quartier général. On savait très bien qu'elle avait un petit appartement, qui faisait discuter d'ailleurs, parce que personne ne pouvait y aller. Et on a appris plus tard effectivement que cet appartement dans le QG avait une autre porte qui permettait éventuellement de pouvoir sortir par une autre adresse. Isolée, la candidate mène sa campagne à distance du Parti socialiste. Son QG n'a pas été installé rue de Solferino, mais à quelques centaines de mètres, boulevard Saint-Germain. On le surnomme le 282, puis le bunker, tant son accès est restreint. Avant de devenir conseillère de Ségolène Royal, Françoise Degois était journaliste. Lors des présidentielles, elle est consternée par le manque de professionnalisme de la campagne de Ségolène Royal. C'est une campagne artisanale en fait. On n'arrive pas à la voir, ou on la voit, on sent bien qu'elle est complètement enfermée par un entourage en plus qui est très... elle est presque en forceresse, assiégée assez souvent, on n'a pas accès à elle. En tout cas, c'est raté. L'organisation de la campagne est ratée, complètement. Ségolène Royal s'isole de plus en plus et s'inquiète. Personnellement et politiquement, elle vit dans l'ère du soupçon. En fouillant dans ses comptes de campagne, nous en avons trouvé la confirmation. Voici deux factures, l'une d'un montant de 5 980 € et l'autre de plus de 47 000 €. Objet, inspection des locaux et fourniture d'appareils de détection de fréquences. Nous avons demandé une explication sur ces prestations au directeur de campagne de Royal, un peu embarrassé par notre découverte. J'ai lu aussi dans les comptes de campagne qu'il y avait des détecteurs de micros qui avaient été installés au QG. Ah oui, j'ai eu ça. Mais il se trouve qu'on a eu la certitude qu'il y avait des micros à longue distance qui pouvaient capter des conversations, ce qui fait qu'on a même dû, dans un certain nombre de cas, fermer les volets et les rideaux pour certaines réunions. Et j'ai fait passer les locaux qu'on avait pris avec ce qu'on appelle des poêles à frire. Mais bon. Il y a effectivement une équipe qui est passée, je me souviens très bien, avec des instruments étranges que je n'avais jamais vus, je n'ai jamais revus depuis, et qui effectivement auscultaient tous les murs, ça faisait des bruits un peu bizarres, des espèces de sondes pour détecter si oui ou non il y avait des micros. Ce genre de facture, la Commission nationale des comptes de campagne n'en avait jamais vu. Elle refusera d'ailleurs de faire rembourser ses frais par le contribuable. Retranchée, mal aimée de son parti, Ségolène Royal va pourtant rencontrer une incroyable popularité auprès des Français. Depuis son entrée en campagne, la ferveur qui l'entoure s'amplifie, la galvanise. On parle de Ségolémania. On croirait vraiment des messes, des rassemblements charismatiques, où les gens agitent les bras comme ça, la regardent, on voyait des gens s'évanouir. Je me souviens, les femmes surtout étaient absolument transportées par la beauté de Ségolène Royal. Le sommet est atteint le 1er mai 2006,
quand elle fend la foule au stade Charletti. On a l'impression qu'elle est quasiment à la mer Rouge, en train de la traverser avec les eaux qui s'écartent. Et là, c'est une marée humaine dans laquelle on la voit tout en blanc, marchant sur ce gazon vert, et la foule qui progressivement s'écarte. Quelque chose de l'ordre, je dirais, de la mystique politique, comme aurait dit Peggy. En fait, Ségolène Royal a compris quelque chose qui existe en politique, mais dont on ne parle jamais, c'est la part d'irrationnel. Elle sait bien qu'il faut répondre à ce besoin de croyance, qu'il faut un peu de croyance pour aller voter pour un candidat. Ségolène Royal est sur les cimes de sa vie politique. Comme aveuglée par sa popularité, elle va refuser d'en redescendre. L'image pourrait prêter à confusion. Ségolène Royal remontant le boulevard Saint-Germain dans une foule en délire. Sur le toit du siège du PS, elle semble toujours au sommet de sa gloire. Elle a pourtant perdu face à Nicolas Sarkozy. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer ensemble. Je dis, on est chez les fous. Et on a perdu. Alors après, on peut dire, bon, c'est quand même incroyable, un soir de défaite, pourquoi ne rase-t-elle pas les murs? Eh ben non, elle ne rasait pas les murs. Voilà. Elle aime toujours à contre-courant, en fait, non, à contre-pied. Non, écoutez, le message était très simple. Hein, ça veut dire quoi? On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Pourtant, l'ancienne candidate à la présidentielle entre bien dans une zone de turbulence politique et personnelle. Quelques semaines après, c'est l'onde de choc. Elle annonce sa séparation d'avec François Hollande. Elle l'annonce d'ailleurs comme un président de la République annoncerait la démission de son Premier ministre. Hein. Elle a presque les mêmes mots. J'ai demandé à François Hollande de quitter le domicile conjugal. Donc elle le dit comme on dirait, j'ai demandé à mon Premier ministre de remettre sa démission. La présidentielle est terminée, mais l'ancienne candidate semble toujours en campagne. En coulisses, elle prépare d'ailleurs un show politique pour entretenir sa popularité. Un an plus tard, le public et les médias la retrouvent métamorphosée et dans une posture quasi mystique. Il y a eu la riante primaire, la courtoise présidentielle, les gentils coups bas, les tendres attaques. Relookée, permanentée et théâtrale, l'ancienne candidate va s'attirer les quolibets avec son stand-up politique baptisé Fête de la Fraternité. Guillaume Garot, son porte-parole à l'époque, a assisté à sa transformation sur la célèbre scène parisienne du Zénith. Bon, reconnaissons que ça n'a pas été cette tentative-là couronnée de succès. Faut l'admettre aujourd'hui, bien sûr. Mais reconnaissons aussi, et c'est ça, je trouve, la force de Ségolène, qu'il y avait beaucoup de liberté de sa part. Elle essaye toujours de renouveler la façon de faire de la politique. Ce qui ne passe pas, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'elle fait un show à l'américaine, un concert et un meeting. Ce qu'on retient juste, c'est qu'elle fait répéter à la foule « fraternité ». Et ça, les images sont terribles, ça fait ridicule. Peut-on encore parier sur Ségolène Royal, se demandent certains. La réponse cruelle va leur être apportée en 2011, lors des primaires en vue de la présidentielle. On n'a pas vu venir la défaite dans ces proportions-là en tout cas. Ça a été bien pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Avec moins de 7% des voix, l'ancienne madone des sondages s'effondre. Les électeurs ne portent plus Ségo dans leur cœur, ne veulent plus d'elle comme candidate à l'Élysée. Beaucoup de déception pour tous ceux qui m'ont soutenu. On la soutiendra toujours. Hein. Merci, Ségolène.
Les larmes de 23 heures, de quand on sort en fait, parce qu'il y a une caméra qui est restée, donc ces larmes-là, c'est pas que les larmes de la primaire, c'est... Je crois que c'est toutes les larmes qu'elle n'a pas versées pendant des années. Voilà. Ségolène Royal disparaît de la scène politique nationale et se réfugie à la présidence de sa région. C'est son ex-compagnon, élu président, qui décroche la fonction suprême dont elle rêvait tant. Peut-elle encore compter sur celui avec qui elle a si longtemps fait équipe? Au soir de la victoire, le nouveau président semble n'avoir rien oublié. Ségolène Royal, François Hollande l'embrasse parce que c'est l'idée que voilà, ils y sont arrivés, même si aujourd'hui ils sont séparés. Elle était quand même là au début et ils se sont entraînés. Et c'est impossible d'effacer ça. Et Valérie Trierweiler n'a pas compris que ça ne signifiait rien d'autre. Pourtant, Ségolène doit désormais compter avec sa rivale. Elle va réclamer elle-même d'être embrassée devant les caméras, et c'est ce mot que la France entière verra, c'est-à-dire « embrasse-moi sur la bouche ». Un mois plus tard, ce feuilleton sentimental va tourner au vinaigre à La Rochelle. Pour se refaire en politique, Ségolène Royal s'invite une fois de plus dans un fief qui n'est pas le sien. Mais en face d'elle, un autre candidat PS veut devenir député. Éblouie par la lumière d'une victoire assurée, elle ne voit pas monter la popularité de cet inconnu, Olivier Falorni. Ce jour-là, il donne une conférence de presse sur la terrasse de ce restaurant. Un bassin le sépare de Ségolène Royal, sa rivale, campée sur ce gros bateau. Ségolène Royal avait organisé une petite réception avec Martine Aubry, Cécile Duflot et tous ses soutiens. Et puis soudainement, je vois tous les journalistes descendre en courant, traverser cette passerelle. C'est là où je me dis qu'il s'est passé sûrement quelque chose. Valérie Trierweiler vient d'envoyer ce qui va devenir un des tweets les plus célèbres de France. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. De l'autre côté du bassin, Ségolène Royal, elle, est prévenue pendant sa conférence de presse. On lui fait passer un mot, elle découvre le tweet et semble soudain affectée. C'est un jour de pulvérisation. Moi, dans l'instant, je comprends que c'est fini. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et qui vole en éclats. Les chances de gagner un siège de député étaient faibles. Elles deviennent quasi inexistantes. D'autant qu'un autre ennemi a fait son apparition à La Rochelle. Un homme qui n'a rien oublié, Jean-François Fontaine. Il va mener la fronde anti-royale et présider le comité de soutien de Falorni. J'avais déjà vécu à la région une relation un petit peu délicate avec Ségolène Royal, et je n'ai pas envie de retrouver dans la vie dans laquelle je suis élu, dans laquelle je suis militant depuis de nombreuses années, de voir Ségolène Royal, l'ayant vécu à Poitiers, je n'avais pas envie de le revivre à La Rochelle. Elle entraîne effectivement un certain nombre de rejets, parce que sa façon de faire la politique est assez violente. Ségolène Royal, c'est une tueuse en politique. Avec 63% des voix, la victoire de Falorni est écrasante. Sa rivale est à terre. Elle espérait revenir sur le devant de la scène politique. La traversée du désert va durer encore 2 ans. 2 ans durant lesquels Ségolène Royal va envoyer de très nombreux signaux à un homme. Elle n'a eu de cesse que de réclamer qu'on lui donne sa place. Et elle dit qu'en politique, quand on ne demande rien, on n'a rien. Donc elle l'a demandé à plusieurs reprises, elle a fait jouer ses réseaux, elle a fait jouer ses soutiens, ses amis, elle l'a demandé à François Hollande, elle a fait dire par les journalistes qu'elle était prête, qu'elle avait envie de retrouver un grand poste. Voilà, elle l'a eu. En avril dernier, sur la photo de famille du gouvernement Valls, le couple politique est à nouveau réuni. C'est un pas de 2
c'est jamais interrompu. Alors parfois ils sont synchrones, parfois ils sont un peu disloqués, mais ce pas de deux, c'est jamais interrompu. Pourtant, en public, Ségolène Royal ne veut aujourd'hui de voir son succès qu'à elle-même. Elle se vit comme une combattante, comme un capitaine qui jamais n'abandonne le navire et qui toujours se relève. Vous avez traversé des périodes difficiles ces dernières années, depuis les Vous voyez, présidentielles. comme sur la mer, des tempêtes, des orages, du dématage, voilà, puis après on se prépare. Ce jour-là, elle était à Rochefort. À regarder ce vaisseau prêt à repartir à l'assaut des océans, on pouvait oser le parallèle avec la femme politique. Ségolène la solitaire, Ségolène la communicante, venait d'ajouter un qualificatif à son CV, Ségolène l'insubmersible. Voilà pour ce document signé Audrey Glohagen et Rémi Bénichou. Bonsoir Françoise de Goa. Bonsoir Nicolas Et Poincaré. merci donc d'avoir accepté de remplacer Ségolène Royal qui nous a fait un peu faux bond au dernier moment, mais encore une fois c'est son droit le plus strict. Remplacé, est-elle remplaçable? J'en sais rien. On va voir ça. Vous avez été journaliste politique avant de devenir pendant 5 ans sa conseillère spéciale, une de ses plus proches dans son entourage. On vient de voir dans ce document une femme qui prend des coups, elle le dit, qui a été victime des machos en politique plus que tout autre. Mais on a vu aussi qu'elle sait les rendre, ces coups, parfois. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a incontestablement un tempérament. Mais ce tempérament aussi, je sens, et pas simplement pour Ségolène Royal, il est aussi forgé par des convictions politiques et des combats politiques. Et pas simplement des combats électoraux, des combats politiques. Donc je regrette un peu qu'il n'y ait pas vraiment ça dans ce sujet. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est une femme, c'est un parcours, c'est tout un itinéraire, c'était un portrait, c'est ça qu'on a voulu montrer. On a aussi montré qu'elle est assez clivante dans son camp. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis au sein du Parti socialiste. Et résultat, surtout ces dernières années, sa carrière, elle l'a fait très seule. En fait, oui, c'est ce problème-là qui est en fait le problème de fond. C'est finalement l'incapacité qu'a eu Ségolène Royal à s'imposer parmi les siens. Et c'est vraiment probablement le plus grand obstacle qu'elle a rencontré et le plus grand obstacle finalement qu'elle n'a pas su surmonter. Alors justement, vous l'avez rejoint après la défaite, vous l'avez accompagné dans en 2009, au pire moment, je pense. Oui. Vous l'avez accompagné dans la défaite à la primaire, on a vu les pleurs qui suivent. Vous l'avez accompagné aussi, vous étiez encore là à La Rochelle dans la défaite aux législatives après l'élection. Ça, c'est la bonne période, moi. Hein. Elle a été un moment à terre. Oui, bien sûr. Alors bon, vous savez, Ségolène Royal, c'est aussi l'art de se maîtriser. Ça pourrait être la devise de la reine d'Angleterre, hein, never explain, never complain. Donc oui, bien sûr, on a vu quand même une Ségolène Royal, surtout après 2012, La Rochelle, dont on se demandait tous, alors les plus proches, les amis politiques, dont on se disait tous, bon, cette fois, elle n'y arrivera pas. C'est le phénix éternel qui éternellement renaît de ses cendres, la salamandre que vous jetez dans le feu et qui en sort toujours. Cette fois-ci, elle ne va pas y arriver. Là, ce jour-là, le jour des résultats de cette législative, vous pensez que sa carrière est finie? Oui, je me souviens très bien d'un dîner qu'on fait tous entre amis, et puis avec l'équipe, et elle qui est pas loin, et on est tous très en colère. Voilà, et on se regarde et on se dit bon, voilà, cette fois c'est fini. Comment on revient de ça? Et donc là, 2012-2014, une traversée du désert complet. Elle voit presque plus personne. Elle voit presque plus personne. Elle est dans sa réflexion, dans sa réparation personnelle. Elle est très entourée par sa famille. Ses enfants. Ses enfants, oui. Elle voit assez peu son équipe d'avant pendant plusieurs mois. Même ses compagnons de route politiques. C'est sa façon à elle. Elle est très comme ça. C'est une authentique solitaire dans cette façon-là, en tout cas, de fonctionner. Et puis surtout de pas... Il y a quelque chose que montre pas d'ailleurs, malheureusement, il y a quelque chose de très pudique et de très profondément pudique chez Ségolène Royal, qui est que, bon voilà, on est blessé, on se met dans un coin,
on s'en sort seul, et après, quand on va mieux, on revient. Alors, 2 ans de solitude, 2 ans de traversée du désert, 2012-2014, et puis en mai dernier, paf, numéro 3 du gouvernement, le ministère de l'écologie qu'elle retrouve. Qu'est-ce qui fait qu'elle revient? Je pense qu'elle revient parce que François Hollande en a besoin. Il y a rien de... Non, elle revient parce que Valérie Trierweiler n'est plus là. Je pense aussi. je pense que tous les feux sont au vert à partir d'un moment. Mais je pense aussi que si la situation politique avait été meilleure pour François Hollande et pour tout le gouvernement, peut-être qu'il n'aurait pas fait appel aussi vite à Ségolène Royal. Il n'y a pas d'affect là-dedans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir à quel point tous les deux arrivent finalement à dépasser ce qui a été leur histoire et qui est une histoire complètement extraordinaire au sens premier du terme, pour finalement se retrouver sur ce champ politique. Mais il n'y a pas de cadeau, en fait, qui est fait à Ségolène Royal particulier. Il y a une situation du président avec sa compagne, avec ce qu'on sait, l'humiliation planétaire, le scandale planétaire. Et après, il y a la situation politique de Ségolène Royal, qui est que quand on a une Ségolène Royal... c'est comme quand vous avez un joueur, un buteur formidable, vous ne le laissez pas sur le banc quand tout va mal sur le terrain. Et c'est valable pour Ségolène Royal, c'est valable aussi pour Martine Aubry, c'est valable pour quelques grands en réserve de la République. Alors, privé, politique qui se mélange, c'est donc le dernier épisode, ce livre qui s'arrache. Vous savez comment elle l'a vécu, Ségolène Royal, la sortie du livre? Je peux pas, parce que je ne sais pas. Je pense qu'elle ne peut pas vivre ça formidablement. Encore une fois, je ne suis pas sa porte-parole. Moi, je n'ai pas discuté de ça avec elle. Mais le sentiment général, et il n'y a aucune raison qu'elle ne le partage pas, c'est un sentiment de gâchis. D'abord, c'est un sentiment un peu d'écœurement, au sens physique du terme. Et puis, c'est un sentiment de gâchis général. L'autre soir, elle a organisé un dîner avec les amis de François Hollande à la veille de la sortie du livre de Valérie Trierweiler. Ça, c'est incroyable. Elle a rassemblé les plus fidèles de François Hollande. Pour organiser la riposte. Parce que quand vous avez un tsunami comme ça qui arrive, bon, c'est compliqué de surfer une vague pareille, mais... qui prend tout le monde par surprise, en plus. Et avec ce dîner, elle s'est un peu placée comme le chef de la dernière garde, des plus fidèles. Oui, mais qui peut contester même ce rôle? Donc c'est elle, aujourd'hui, la plus fidèle à François Hollande? En tout cas, c'est quelqu'un qui ne sera jamais déloyal à François Hollande. L'inverse n'a pas forcément été tout le temps vrai. Ségolène Royal, elle connaît très très bien la politique, donc elle voit bien dans quelle situation François Hollande est aujourd'hui. Il est vraiment au plus bas de chez plus bas dans les sondages. Tout le monde sait qu'il ne sera pas forcément en situation de se représenter. Donc forcément, elle doit être en train de se dire, pourquoi pas moi? Je sais pas. Ça, je sais pas. S'il y a pas est-ce qu'il y a un bout d'elle qui se dit ça? Mais elle sait que la question va se poser dans les 6 mois, dans l'année qui vient, peut-être un petit peu plus. À un moment, on se dira, si François Hollande n'y va pas, qui se présente à la primaire? Et on se dira, pourquoi pas elle? Elle a fait 2 primaires, elle peut faire encore une 3e primaire. Je pense, Ségolène Royal, elle a quand même beaucoup payé, et très cher, pour savoir ce que ça signifie, ça. Qu'est-ce que ça signifie les divisions? Qu'est-ce que ça signifie les appétits personnels? En réalité, je ne suis même pas sûr qu'elle projette même ça, parce que ne serait-ce que projeter ça, en tout cas aujourd'hui, projeter ça, ça veut dire déjà même inconsciemment se mettre à travailler pour ça. Et celui qui ferait ça aujourd'hui serait un grand fou. D'abord parce que c'est un manque de sagesse. Donc là, elle ne travaille pas du tout à la présidentielle? Non, elle bosse à son ministère. Hein. D'ailleurs, tellement de gens lui reprochent, d'ailleurs. Tu dis, mais quand même, tu devrais peut-être t'engager plus, quand même, dans la parole politique, la parole... voilà. Ségolène Royal, elle veut réussir. Elle a des croyances. Donc, elle a le ministère qui lui convient, qui est opérationnel. Donc, elle bosse. Elle bosse l'écologie, toujours l'écologie. Et la suite... Je ne veux pas vous faire de la langue de bois, je ne sais pas what's on Ségolène's mind, je ne sais pas. Ce qui reste dans la tête de Ségolène, voilà. je traduis. Elle, en tout cas, on l'a appelée l'insubmersible. C'est vrai. Elle l'est. Je crois vraiment qu'elle l'est, et je pense surtout que je la fréquente beaucoup moins. Non, mais je regarde bien, je lis, j'entends. Je crois qu'elle n'a pas fini de nous réserver des surprises, en fait. Merci Françoise de Gouaix. Je rappelle le titre de votre livre. Quelle histoire, Ségolène Royal et François Hollande. C'est chez Plomb. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé, François Ducroux à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, vous serez avec David Pujadas, des paroles et des actes. On se retrouve dans 15 jours pour une émission consacrée au prestige de la France. Tout de suite, musique, c'est la rentrée d'Alcaline sur France 2.